Bonjour, donc le but de cette vidéo c'est de corriger le TP concernant le métabolisme cellulaire dont vous m'avez rendu le compte rendu aujourd'hui. Donc je vais essayer de corriger l'ensemble des étapes pour que vous vous rappeliez bien de comment on réalise justement une démarche expérimentale pour déterminer le métabolisme et les besoins d'une cellule. Donc pour ça, il faut tout d'abord définir la notion de métabolisme. Donc, qu'est-ce que le métabolisme cellulaire? Donc, le métabolisme cellulaire, vous devez vous souvenir que c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule. Donc, ces réactions chimiques, elles peuvent servir à une cellule à vivre, à se développer, à grandir, à se nourrir, à se reproduire, ainsi de suite. D'accord? Donc, les objectifs du TP que vous avez réalisé avant les vacances et la semaine dernière, c'était de comprendre deux types de métabolisme, ces objectifs que vous voyez apparaître là. Donc le métabolisme autotrophe et le métabolisme hétérotrophe, et aussi de déterminer si une cellule possède plutôt un métabolisme autotrophe ou un métabolisme hétérotrophe. Donc avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir ces deux types de métabolisme. Le premier métabolisme, c'est le métabolisme autotrophe. Donc ce métabolisme autotrophe, c'est le métabolisme qui est utilisé par les cellules qui pratiquent ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc je vous rappelle ce que c'est que la photosynthèse. Ce sont des cellules qui vont utiliser des sels minéraux, du dioxyde de carbone et de l'eau, et si elles reçoivent de la lumière, vont pouvoir fabriquer de la matière organique. Pour l'instant, je ne développe pas plus. On le reverra dans la suite du TP. Donc ces molécules consomment 6 molécules de dioxyde de carbone, vont s'associer avec 6 molécules d'eau pour fabriquer du glucose et pour fabriquer de l'oxygène. Donc ici, c'est 6H12O6, c'est la formule du glucose, c'est aussi de la matière organique. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré dans le sujet. C'est-à-dire que là, je n'ai rien rajouté par rapport au sujet de votre atelier qu'on a de l'atelier numéro 4. Si on compare ça, où est-ce qu'on retrouve ce métabolisme autotrophe? On le retrouve dans des cellules qui sont capables de réaliser le métabolisme de la photosynthèse. Et ça se fait dans les chloroplastes, c'est-à-dire des petits organites qui sont contenus dans les cellules autotrophes, et ces chloroplastes contiennent ce qu'on appelle de la chlorophylle. Et c'est la chlorophylle qui va transformer l'énergie lumineuse que vous avez ici en énergie chimique qui va permettre de transformer le dioxyde de carbone, l'eau, les sels minéraux en dioxygène et en matière organique. Donc ça, c'est le premier type de métabolisme. Le deuxième type de métabolisme, c'est le métabolisme hétérotrophe. Donc le métabolisme hétérotrophe, ce sont des cellules qui vont utiliser principalement le phénomène de respiration. C'est le cas de toutes les cellules de votre corps. Ces cellules utilisent la matière organique pour produire de l'énergie et fabriquer leur propre matière. De quoi est-ce qu'elles ont besoin pour faire ça? Donc elles ont besoin d'oxygène, bien entendu, c'est le principe de la respiration, de matière organique, on va reprendre notre glucose, et ça va leur permettre de fabriquer de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc ici, je vous ai encore rajouté le glucose au-dessus du C6H12O6, c'est la formule chimique du glucose, c'est la matière organique primordiale fabriquée par tous les êtres vivants. C'est la molécule organique de base. Donc maintenant, si on regarde justement où se déroule ce phénomène de respiration, vous l'avez étudié au collège en parlant essentiellement de la respiration au niveau pulmonaire, mais il faut savoir que la respiration se déroule dans chacune de vos cellules. Et elle se déroule au niveau d'organites particuliers qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, ce sont des organites cellulaires qui vont utiliser les aliments, la matière organique, les coupler avec de l'oxygène pour fabriquer du CO2 et aussi accessoirement de l'énergie chimique qui sera ensuite utilisée pour faire toutes les autres réactions métaboliques. C'est ce qu'on appelle la respiration. Je consomme de l'oxygène, je rejette du dioxyde de carbone. Donc, votre objectif, l'objectif du TP, était de, tester deux méthodes de résolution pour déterminer le type de métabolisme des cellules que vous avez étudiées. Donc, soit on déterminait les substances utiles pour qu'une cellule puisse proliférer, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. La deuxième méthode, ça a été d'utiliser l'hexao, l'expérience assistée par ordinateur, pour déterminer si des gaz étaient produits ou consommés par les cellules, ces gaz étant essentiellement le dioxyde de carbone et l'oxygène. Comme vous l'avez vu, on va essentiellement travailler sur le dioxygène.
À partir de là, donc, on a travaillé sur deux types de cellules. Les chlorelles, ce sont des cellules que vous avez ici, donc ce sont des petites algues unicellulaires qu'on va trouver à la surface de l'eau. On va en particulier beaucoup en retrouver dans les endroits où vous aurez beaucoup de matière organique, puisqu'elles sont en surface. Quand vous avez un petit peu de vase sur les étangs, en général, vous avez pas mal de chlorelles à l'intérieur. Et on a étudié donc aussi les levures. Le levure, la photo que vous avez là, c'est tout simplement de la levure de boulangerie, c'est-à-dire celle qu'on utilise pour fabriquer du pain. Donc à partir de là, nous allons tester donc la première méthode, c'est-à-dire l'hypothèse 1. Les cellules ont besoin de matière pour progresser. Donc à chaque fois, je ferai le parallèle entre les levures et les chlorelles en fonction de l'être vivant que vous avez étudié. Donc première hypothèse, les cellules ont besoin de matière organique pour proliférer. Donc ça, c'est le cas des levures, car on émet l'hypothèse que les levures sont hétérotrophes. Pour les chlorelles, on émet l'hypothèse que les chlorelles sont autotrophes. Donc on va considérer que les chlorelles ont besoin de sels minéraux pour proliférer. À partir de là, on va faire la deuxième étape de toute démarche expérimentale. On va proposer une expérience pour pouvoir tester notre hypothèse. Donc les principes d'expérience. Donc pour les levures, qu'est-ce que j'ai proposé comme expérience? Qu'est-ce qu'on a proposé comme expérience ensemble? On a mis des levures en présence de matière organique pendant 7 jours. Et l'objectif, c'est de voir si ces levures se multiplient. Donc on va les compter à 0 jours. On va compter les levures à 7 jours. Et résultat attendu, logiquement avec la matière organique, elles doivent se multiplier. Par contre, élément qu'il faut rajouter, bien entendu, il faut toujours penser à l'expérience témoin, où là, donc, on va placer des levures simplement dans l'eau, c'est-à-dire que je veux tester l'effet de la matière organique, donc j'enlève la matière organique. Donc là, je les mets dans l'eau, et logiquement, je m'attends à ce qu'elles se multiplient beaucoup moins qu'en présence de matière organique. Elles se développeront quand même un petit peu, puisque globalement, elles avaient quand même des réserves. Donc, à partir de là, si on fait la même chose pour les chlorelles, c'est exactement la même chose, sauf que ces chlorelles, au lieu de les mettre avec de la matière organique, cette fois-ci, on va la mettre en présence de sels minéraux. Mais le principe sera toujours le même. On va les compter à 0 jours, on va les compter à 7 jours. On va s'attendre à ce que les chlorelles se multiplient avec les sels minéraux et qu'elles se multiplient beaucoup moins sans les sels minéraux. Donc, vous avez réalisé les expériences, donc ces expériences qu'on a reprises. Donc, vous avez réalisé un comptage au microscope grâce au lame COVA. Donc, j'y reviens pas, j'y reviendrai juste après, donc pour la présentation des résultats, parce qu'il y a une chose qui était importante à noter avec ces lames COVA, c'était que ce que vous allez mesurer, ce n'est pas un nombre de cellules, mais c'est une concentration de cellules. C'est-à-dire que vous avez mesuré compté un nombre de chlorelles et de levures dans un volume précis. Donc de 0,01 microlitre pour ceux qui ont fait donc les petites cases, sachant que la grille complète contenait 1 microlitre. Donc les résultats que je vous en donné, que vous voyez apparaître sur le tableau ne sont pas forcément vos résultats. Ce sont des résultats donc que j'ai ressortis des années précédentes. Avec les sels minéraux, on a 120 avec et sans sels minéraux, donc 120 chlorelles par microlitre. Et on voit qu'au bout de 7 jours, on a 1000 chlorelles par microlitre ou 120 chlorelles par microlitre. Donc ce qui est important sur cette diapositive, ce ne sont pas les résultats pour l'instant, on va les analyser après, mais bien d'insister sur la présentation de vos résultats. N'oubliez pas que des résultats, vous n'avez pas le droit de les présenter sous forme de phrases. Vous devez obligatoirement les présenter donc sous forme de tableaux, de graphiques, d'images, en étant le plus précis possible dans les légendes. L'élément étudié, les facteurs qu'on fait varier, le temps, puisque le temps intervient beaucoup dans les expériences, d'accord, et bien entendu, les unités. Donc, à partir de là, voici les résultats. Donc, ces résultats, maintenant, nous allons les analyser, puisque c'était la question suivante qui était posée, c'est-à-dire, est-ce que ma chlorelle est autotrophe? Est-ce que ma levure est hétérotrophe? Donc, avant de vous présenter la diapositive précédente, je vous demande de bien revenir sur le principe que ma chlorelle, si elle est autotrophe, logiquement, elle n'a besoin que de sels minéraux pour se développer. Si ma levure est hétérotrophe, elle n'a besoin que de matière organique pour se développer. C'est important de vous rappeler de ça,
parce que ça sera forcément toujours la dernière phrase de votre raisonnement. Je veux montrer qu'il se passe ça, donc je dois en déduire que c'est vrai ou que c'est faux. Donc désolé pour cette petite coupure, une correction à apporter sur le diaporama. Donc si on fait l'analyse des résultats pour les chlorelles, qu'est-ce qu'on voit? Je vois que les chlorelles, quand je mets des sels minéraux, ça passe de 125 par microlitre à 1000 par microlitre en 7 jours. Or je vois que sans sels minéraux, les chlorelles passent de 120 à 200 par microlitre en 7 jours. Donc j'en déduis que les chlorelles prolifèrent en présence de sels minéraux. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup plus avec sels minéraux que sans sels minéraux. Donc j'ai le droit d'en conclure que les chlorelles sont autotrophes. Maintenant, on va faire le même raisonnement pour les levures. Vous allez voir que c'est principalement la même chose qu'on fait. Donc, ces levures, donc je vois qu'en présence de matière organique, elles ont fortement augmenté. On est passé de 140 à 1400 par microlitre. Or, je vois que sans matière organique, elles sont passées de 140 à seulement 180 par millilitre en 7 jours. Donc j'en déduis que les levures, en présence de matière organique, prolifèrent, et donc j'ai le droit de dire que les levures sont hétérotrophes. Donc voilà, donc on vient de finir de tester notre première hypothèse et notre première méthode de résolution pour déterminer le métabolisme d'un type cellulaire. Deuxième méthode qu'on peut employer, donc on peut utiliser cette fois-ci les équations chimiques que vous avez vues donc au début du diaporama, c'est-à-dire la consommation ou la production de dioxygène. Donc c'est l'hypothèse numéro 2. L'hypothèse numéro 2 était que les levures sont hétérotrophes. Elles ont donc besoin de dioxygène pour vivre, c'est le phénomène de respiration. Par contre, les chlorelles sont plutôt autotrophes, donc elles vont plutôt produire du dioxygène par le phénomène de la photosynthèse. Donc c'est ce que nous allons chercher à prouver. Comme vous l'avez vu maintenant et comme vous l'avez compris dans les démarches, après l'hypothèse, je pose ce qu'on appelle le principe d'expérience. Le principe d'expérience, il est assez simple. Donc, si mes levures ou si mes chlorelles produisent du dioxygène dans un milieu, logiquement, la quantité de dioxygène dans le milieu va augmenter. Par contre, si mes cellules consomment du dioxygène, le milieu dans lequel elles sont contenues va forcément contenir beaucoup moins de dioxygène puisqu'il va disparaître. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire avec les montages Exao. Donc rappelez-vous, nous avions des sondes à oxygène qui permettaient de mesurer la quantité d'oxygène qu'on avait dans un liquide. Là, ici, c'est le lieu dans lequel sont contenues les levures et les chlorelles. Et donc, on va mesurer ce taux de dioxygène dans un milieu contenant d'abord des levures. Donc forcément, vous vous attendez à ce que le taux d'oxygène diminue, parce qu'il est consommé par les levures. Excusez-moi pour le bug. Ensuite, donc, on va faire exactement le même type d'expérience pour les chlorelles. Et là, on va mesurer le taux de dioxygène dans un milieu contenant les chlorelles. Et on s'attend à ce que cette fois-ci, le taux de dioxygène augmente, car il sera produit par les chlorelles. Donc là, je tiens à insister avec vous sur un point essentiel du TP, c'est que ce TP manque de rigueur, parce que comme vous l'avez aperçu, il manque, dans l'expérience sur les levures comme dans l'expérience sur les chlorelles, l'éternel témoin dont je vous ai parlé. Ici, le témoin aurait été simple, d'accord? Ce témoin aurait été de faire les mêmes mesures en dioxygène sans chlorelle et sans levure. Et là, on aurait dû s'attendre à voir une quantité d'oxygène qui ne varie pas. Donc, on l'a pas fait, faute de temps. Et je ne vous en parlerai pas dans le diaporama, histoire que vous n'ayez pas de difficultés par rapport à vos propres résultats. Donc, maintenant, si on regarde les résultats, comme d'habitude, vous voyez, je les ai présentés de manière la plus simple possible. N'oubliez pas, une présentation de résultats, ça n'est pas interprété. Je présente juste ce que j'ai obtenu. Donc, j'ai placé le graphique que je vous ai mis sur Pronote pour les élèves qui n'avaient pas eu le temps de le récupérer. J'ai pensé, bien entendu, à légender l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, avec ici la quantité d'oxygène en milligrammes par millilitre dans l'eau, et ici le temps en minutes. Nous avons fait les mesures sur 10 minutes. Et bien entendu, le titre, évolution de ce que j'ai à l'axe vertical en fonction de ce que j'ai à l'axe horizontal. Donc évolution de la quantité de dioxygène en fonction du temps, en présence de levure, puisque ça, donc, c'est la première expérience qu'on a fait.
Donc, avant de vous présenter les résultats pour la chlorelle, on va directement faire l'analyse des résultats donc pour les levures. Là, cette analyse de résultats, je l'ai un petit peu simplifiée parce que nous n'avons pas de témoins. Je vous expliquerai ce qu'il fallait éventuellement mettre si on avait fait l'expérience témoin. Donc, les résultats, l'analyse, c'est, je vois que la quantité de dioxygène diminue dans le milieu, comme je vous l'ai dit. Le je vois que, c'est uniquement ce qui se passe. Donc, je vois que la quantité de dioxygène diminue. Or, je sais que le seul élément présent dans le milieu, ce sont les levures. Donc, j'en déduis que les levures consomment du dioxygène par le phénomène de respiration. Les levures sont donc hétérotrophes. D'accord? Si vous aviez eu l'expérience témoin, vous auriez simplement eu un deuxième je vois que. Vous auriez marqué, donc je vois que la quantité d'oxygène diminue dans le milieu en présence de levure. Or, je vois que sans levure, la quantité d'oxygène ne varie pas. Donc, j'en déduis que les levures font baisser le dioxygène, donc elles en consomment. Et on sera arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire qu'elles respirent, qu'elles sont donc hétérotrophes. Suite à ça, donc, on va faire la même chose pour les chlorelles. Et là, sur les chlorelles, qu'est-ce qu'on voit? Je vois qu'on a la quantité d'oxygène toujours exprimée en milligrammes par millilitre. Je vois le temps. Et je vois donc l'évolution de la quantité de dioxygène en fonction du temps en présence de chlorelle. Voyez. Ce qui est très important à noter sur les résultats, je vous le rappelle, c'est que des résultats sont bons à partir du moment où ils sont bien légendés. Par contre, vous n'avez pas le droit déjà de les interpréter. Vous n'avez pas le droit de préciser que ça augmente, que ça diminue. Ça vient dans la dernière étape. La dernière étape, c'est l'analyse des résultats. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que la quantité d'oxygène augmente dans le milieu. Or, je sais que là, les cellules qui sont dans le milieu, ce sont des chlorelles. Donc, j'en déduis que les chlorelles produisent du dioxygène par le phénomène de photosynthèse. Les chlorelles sont donc autotrophes. Ce que vous pouvez éventuellement faire par ailleurs, c'est grâce aux témoins, je vois que la quantité de dioxygène augmente dans un milieu contenant des chlorelles. Or, je vois que dans un milieu sans chlorelles, la quantité d'oxygène n'augmente pas. Donc, j'en déduis que ce sont les chlorelles qui produisent du dioxygène et qui provoquent cette augmentation. Elles sont donc autotrophes. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé de corriger donc le TP. Ce TP, donc maintenant, si je vous présente le barème pour vous expliquer comment vous allez être évalué, je vous le présente de manière assez simple. Donc le voici. Donc ce barème, comme vous allez le voir apparaître, est un barème qui est vraiment basé cette fois-ci sur une évaluation par compétence. C'est-à-dire que globalement, je ne vais pas donner des points pour chaque étape. Je vais évaluer ces étapes selon 4 points. Donc voilà. Donc vous avez ici la colonne de toutes les étapes que je vous ai présentées sur la diapositive. Et ici, les résultats donc, qui sont pour la chlorelle et la levure. Comment je vais vous évaluer? Par critères A, B, C, D, comme au baccalauréat. Au baccalauréat, c'est comme ça qu'on évalue les élèves, donc par des critères A, B, C, D. A, c'est l'étape est maîtrisée. B, l'étape est maîtrisée, mais il y a encore quelques éléments à préciser. C, il y a des éléments essentiels qui sont manquants. Et D, donc, il y a des étapes, l'étape n'est pas maîtrisée. L'avantage de ce type d'évaluation, c'est que par exemple, si vous avez raté l'hypothèse, vous pouvez très bien avoir réussi les 3 autres étapes et donc avoir une excellente note. Et c'est comme ça que vous devez voir chaque TP, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir bon, l'objectif, c'est toujours de respecter la démarche, de respecter donc les différentes étapes et d'être rigoureux dans chaque étape. Donc voilà, donc de toute façon, si vous avez des questions, je vous présenterai donc, je répondrai à vos questions donc dans la petite visioconférence que nous allons faire juste après, d'accord.
Sinon, vous allez pouvoir retrouver le cours à rédiger sur Pronote, et sur Pronote, donc vous allez trouver donc le QCM d'évaluation de cette partie du programme pour vérifier que vous avez bien compris. Donc à tout à l'heure.